Bonsoir à tous et bienvenue pour cette première émission des rattrapages de Léna. Je suis ce soir en compagnie de Monsieur Tom. Tom, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va, impeccable, impeccable, impeccable. Et toi, comment vas-tu, Léna? Eh bien, ça va très bien. Je suis également en compagnie de Monsieur Jules Bonsoir. et de son comparse Monsieur Nico. Bonsoir. Bon, on sent que c'est la grande forme ce soir. Hein. Nico a pris sa tisane, tout va Non, bien. mais pas. Non, attends, pour Alors. être tout à fait clair, ça fait 30 minutes qu'on discute et qu'on se fend la gueule et que d'un seul coup, on nous dise arrêtez vos conneries, maintenant ça suffit, on arrête. Et on commence. Oui, parce que je vous connais un petit peu, je sais que ça peut être long. Et Donc, puis, on est complètement dans la spontanéité après le film qu'on vient de voir. Tout à fait. Exactement. Hier soir. Voilà, merci Tom pour cette introduction parfaite. Petit avant-propos, sachez que c'est la seconde fois que nous enregistrons cette petite vidéo puisque nous nous sommes déjà vus hier soir pour la watch party d'Indiana Jones en compagnie d'un chat qui était en feu. On peut remercier XP, on peut remercier Sophie qui a regardé tous les deux le film avec nous. Merci également à Jarod, à Anto, à Schizo qui sont passés, à James qui nous a fait un coucou éphémère au début de 2 messages. Merci à toi. Et donc, on a eu un petit problème, ou j'ai eu un petit problème, parce que je vais prendre toute la faute sur moi. Je n'ai pas enregistré, malgré les nombreux conseils de mon mentor Jules concernant les enregistrements. Hein. Et du coup, comme on n'a pas enregistré, tout ce qui a été fait hier soir est parti dans le vent. Mais comme mes comparses sont très sympas, ils ont dit voilà, qu'on allait réenregistrer notre avis sur Indiana Jones pour le partager avec vous. Et c'est pour ça qu'on se retrouve ce soir pour parler d'Indiana Jones. Mais ce n'est pas sans vous rappeler qu'au début, il y avait 2 films en concurrence. Est-ce que vous vous en souvenez, les amis? Bien sûr. Puisque vous aviez mis en concurrence Indiana Jones et Jack Burton. Alors, est-ce qu'on ne reviendrait pas un petit peu sur ce VS et pourquoi ces 2 titres que vous m'avez proposés, messieurs Jules et Tom, puisque l'idée est venue de vous? Alors déjà, si je peux me permettre de rappeler le concept quand même de l'émission, essentiel, effectivement, on regarde un film avec toi, on t'impose un film prétendument culte, en tout cas par nous deux, au départ. Tom et moi, on te le fait valider, évidemment. On s'assure que tu ne l'aies pas vu. Et donc, on le regarde en watch party et après, on le débrief. Voilà pour le pitch de l'émission. C'est pas juste Indiana Jones et Jack Burton. C'est Les Aventuriers de l'Arche perdue, Indiana Jones, et Jack Burton dans les Griffes du Mandarin. Les aventures de Jack Burton. Les aventures de Jack Burton. Les aventures de Jack Burton dans les Griffes du Mandarin. Et tout à fait, je me suis planté. Et ben, évidemment culte, évidemment Indiana Jones, on en reparlera, mais c'est incroyablement culte. C'est le film d'aventure par excellence. Et encore une fois, c'est génial et dingue à la fois du fait que tu n'aies jamais vu cette pépite dans son écran. Et alors du coup, maintenant, je l'ai vu. Alors là, du coup, tu l'as vu, effectivement. Mais à l'époque d'hier, tu l'avais pas vu. Et du coup, c'était vraiment, on se remet un petit peu dans le contexte, un petit peu acteur studio, tu vois. Ouais. Et pour le coup, non, mais c'est quel kiff, en fait, de faire découvrir ça à quelqu'un. Et puis, c'est Spielberg, c'est George Lucas, c'est Harrison Ford. Enfin, c'est vraiment un truc... Qui te reste en tête de dingue, je trouve. Et puis, les aventuriers de Jack Burton, les aventures pardon, de Jack Burton dans les Griffes du Mandarin, avec Kurt Russell, j'ai envie de dire, dans la fleur de l'âge, mythique de dingue, avec un John Carpenter à la réal, à la musique, à l'écriture. Et c'est juste exceptionnel. En tout cas, et un film qui, lui, comparé à Indiana Jones, a eu un aura culte après. Tout à fait. Qui a été un four critique, qui a été un four au niveau du public aussi au moment de sa sortie, contrairement à Indiana Jones qui a tout raflé sur son passage. En termes de récompense aussi, Indiana Jones a été moult fois primé par rapport à Jack Burton, et c'est plus la communauté de fans qui a réhabilité Jack Burton et les multiples diffusions et rediffusions de télé qui ont fait de ce film, qui est un hommage au pulp, un film culte. Effectivement, on a vu ça hier. Alors, du coup, je retrouve les chiffres, hein, mais on a vu qu'effectivement, ils étaient largement plantés au box-office, les aventuriers de Jack Burton, et c'est vraiment au fur... Les aventures.
Oui, c'est un truc de malade, je vais le garder tout le truc. Mais les aventures de Jack Burton dans les Griffes du Mandarin, on va l'appeler Jack Burton, t'as raison. Ouais. JB. Ça a effectivement gagné son aura culte avec le fait effectivement des différentes diffusions, puis des VHS, puis en plus c'est un film de genre. Donc pour le coup, ça a gagné sa lettre de noblesse comme ça. Et d'ailleurs, avant de continuer, est-ce que Nico, tu voudrais bien, si ça ne te dérange pas, nous rappeler ce qu'on considère comme culte? Tu l'as tellement bien fait hier soir. C'est vrai. Et je vais essayer de retrouver les mots. On en a parlé déjà. Alors, hier soir, on l'avait parlé en off. On avait déjà parlé avec Jules et Jules, on avait déjà parlé avec d'autres copains et copines auparavant de ce que c'était que le culte. Et moi, j'étais arrivé à la conclusion, en fait, après réflexion de ce que j'avais dit à Jules il y a quelques temps, que le culte, en fait, c'est pas selon nous. Moi, la définition du culte, c'est pas forcément selon nous. Pour moi, c'est culte. Pour moi, c'est pas culte. Parce que ça reviendrait à dire que le mot culte n'a véritablement pas de sens commun ni généraliste. Or, pour moi, le culte, la définition du culte, c'est que en fait, c'est un film qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est pas le problème de savoir si on aime ou on l'aime pas, mais c'est de reconnaître que ce film, il a marqué une époque et qu'il a aussi, une influence sur la pop culture à ce moment-là, mais aussi après. C'est-à-dire que quand un film ou quand une œuvre d'art est culte, ou quand une œuvre pop culture est culte, c'est qu'il y a eu un avant et un après. Et en l'occurrence, en ce qui concerne là, Les Aventuriers de l'Âge perdu ou Jack Burton, on peut considérer que ces films sont cultes par ce prisme-là, le fait qu'il y ait une influence sur la pop culture après. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Force est de constater que telle ou telle chose est culte. Voilà. Alors, par contre, qu'on soit clair, une œuvre, et moi j'en ai, tu en as, Tom aussi en a, peut être culte pour toi personnellement, parce que tu l'as découvert toi, et que voilà, c'est resté, ça a eu de l'influence sur toi. Mais là, on est vraiment sur un truc. Oui, mais c'est pas sur cette définition, en tout cas, que nous on se basera pour les rattrapages. Tout à fait. En fait, si je puis me permettre, si vous voulez, j'aime bien m'attacher au sens des mots et à l'origine des mots. Le culte, à la base... Tu serais pas prof de français, par hasard? Mais comme par hasard. Le culte, à la base, c'est un terme qui est utilisé en religion pour parler d'une cérémonie et pour parler d'une cérémonie institutionnelle, en fait. Et du coup, le mot culte, quand on l'a récupéré pour l'assigner à des œuvres de la pop culture en particulier, là, c'est ce dont on parle maintenant, c'est parce que ces œuvres sont institutionnelles. Elles font partie du paysage. C'est des œuvres qu'on n'oubliera jamais. Et c'est des œuvres qui, on va le voir avec Indiana Jones, c'est des œuvres qui n'ont pas vieilli, en fait, qui parlent aussi de thématiques qui sont encore d'actualité aujourd'hui, ou alors qui parlent de choses qui sont atemporelles, ou qui sont elles-mêmes atemporelles. Parce que on peut pas, même si Indiana Jones, par exemple, on peut le situer dans le temps par rapport à l'histoire, s'il y a une chronologie, il y a quand même des choses qui peuvent être racontées à n'importe quelle époque. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et selon cette définition, il n'empêche pas qu'au cours de ces rattrapages, on tombe sur un film que, par exemple, moi, je n'ai pas aimé, je n'aime pas, mais que pour autant, je considère comme bien d'autres comme culte. Alors moi, j'ai pas l'impression que vous m'avez suggéré beaucoup de films que vous n'avez pas aimés. Il y en a dans la liste quand même. Ne serait-ce que le prochain, on verra à la fin de l'émission. Moi, il y en a un des deux, c'est pas ma cam. Pour autant, je ne nie pas l'aura culte qu'il a. Bon, alors on en reparlera. Et donc, si je peux faire un petit point sur les deux, puisque là, j'ai les deux informations, donc autant vous dire. Donc, de Steven Spielberg pour Les Aventuriers de l'Arche perdue, un budget de 20 millions de dollars qui rapporte. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous redemander, parce que je l'ai déjà demandé hier, en fait, combien il avait rapporté. 389,9 millions de dollars. La source, c'est Google, donc autant vous le dire. Voilà. 92% des utilisateurs ont aimé ce film, sachez-le. Et donc, si on va sur sur JB. Jack Burton, et pourquoi je ne sur le copain JB. Sur le copain JB, 11,1 millions de dollars de budget pour 25 millions. Non, pardon, 25 millions de budget pour 11 millions
C'est dans l'autre sens, ça fait C'est plus, dans un l'autre peu plus sens. mal. Et celui-là, il pique pour le coup. Ouais. Effectivement. Et c'est marrant parce que du coup, c'est inversé pour les deux, effectivement. Donc oui, c'est largement vautré. Il n'a pas du tout été rentabilisé. Pour autant, effectivement, il a gagné ses lettres de noblesse au fur et à mesure des années. Et c'est presque beau, en fait, de se rattraper comme ça, je trouve. Et puis, pour l'avoir vu dans une autre émission, dans le Ciné des Manches, qu'on a fait avec les copains Monsieur Nio et Monsieur Eddy, eh ben c'est un film qui a tellement bidé qu'à chaque fois il a dû, enfin à chaque fois parce que c'est pas le seul qui a bidé avec John Carpenter, mais il a dû refaire 2 films derrière pour se renflouer et puis pour avoir du crédit auprès des producteurs. Voilà. Monsieur Nico, un petit mot sur Jack Burton ou pas du tout? Si, moi je m'en souviens pas forcément de ce film parce que je l'ai vu il y a très longtemps quand j'étais pio. Donc pas forcément d'autre chose à dire que ça, en fait. Bon, merci, merci pour cet avis éphémère. Et donc, vous avez voté, puisque, je vous le rappelle, nous avons soumis ces 2 films au vote sur Twitter, sur Facebook, et j'ai même pris en compte les commentaires Instagram de mes chers camarades qui ne pouvaient pas voter sur les 2 plateformes. Donc, on a fait un vote. J'ai enlevé, sachez-le, pour un souci d'équité, j'ai enlevé ceux qui avaient voté sur toutes les plateformes, pour éviter le bourrage des urnes. Donc, voilà, ça ne passera pas. Et vous avez quand même, après un vote extrêmement serré, plébiscité Indiana Jones. Donc, vous avez plébiscité Indiana Jones, que nous avons donc découvert, pour ma part en tout cas, puisque vous, c'était un revisionnage que j'ai découvert hier soir. Alors, vous, Indiana Jones, comment est-ce que vous l'avez découvert? Combien de fois vous l'avez vu? Est-ce que vous avez directement apprécié? Qu'est-ce qu'on en dit de tout ça, Monsieur Tom? Oui, je l'ai vu. Donc, c'est pas par celui-ci que j'ai découvert la trilogie. Moi, j'ai découvert la trilogie Indiana Jones via La Dernière Croisade, que je considère avec celui-ci comme les meilleurs. Je l'ai vu, comme je disais hier, je sais pas, je devais avoir 8-9 ans, à l'âge où tu joues encore dans la cour de récré, et où quand tu es mauvais au foot, eh ben, c'est plus facile de te faire un fouet avec un espèce de morceau de bâton pour jouer, et tous les gamins voulaient être Indiana Jones, parce que j'étais mauvais au foot, ça ne surprendra personne. Quand t'as les pieds carrés, t'as les pieds carrés. Non, voilà. Ouais, après, moi j'avais les pieds carrés, je jouais au foot quand même. Ouais, enfin, moi, si tu veux, pour jouer au foot, j'avais encore les boîtes à chaussures autour des chaussures. On est à ce niveau-là, moi, à mon niveau de football. Non, donc je les ai découverts en rediffusion télé. Moi, le premier que j'ai vu au cinéma Indiana Jones, c'est celui qui n'existe pas, le 4e. C'est un rapport à l'enfance où, comme on le disait hier, tu regardes Indiana Jones, t'as envie d'être archéologue. Bon, t'es à bac -12, on te dit c'est à bac +8. T'abandonnes rapidement tes idées d'être archéologue. Tu as cette image en fait du mâle dominant, espiègle, gaffeur aussi, parce qu'on a oublié de le dire. Il y a ce petit côté gaffeur qui est ultra sympathique. Et tu as Harrison Ford dans La Force de l'âge, qui, je pense, était un modèle pour tous les gamins qu'on était à l'époque. On voulait tous ressembler à Harrison Ford. On ressemble plus à Ford qu'à Harrison aujourd'hui, ça c'est autre chose, mais on verra. On en débattra plus tard. Mais ouais, non, un rapport vraiment enfance. Tu le revois ado, tu as un autre niveau de lecture. Tu le revois adulte, tu t'aperçois des trouvailles qu'a mis en place Spielberg, et pour moi, je considère qu'il y a eu un avant dans la manière de filmer de Spielberg, il y a un après, notamment sur le Spielberg Face, et on y reviendra peut-être après. Donc, c'est un film où tu peux l'apprécier enfant, tu le redécouvres ado, et adulte, tu as encore un autre niveau de lecture, et quand tu aimes le cinéma, tu as encore un autre niveau de lecture derrière. Sur les 90 fois que j'ai dû le voir, il y a 70 redécouvertes de certains plans à peu près. Eh bien, merci, Monsieur Tom. Moi, je vais raconter une anecdote que j'avais déjà racontée hier, parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas pu la suivre, moi, quand j'étais petit, j'avais fait un stage d'archéologie l'été. Pourtant, j'avais pas vu Indiana Jones, non, mais c'est marrant, parce que je kiffais déjà l'archéologie, alors que j'avais pas vu le film. Et voilà, on nous avait enterré des petits bouts de poterie, des petits os. Il fallait avec notre petit pinceau qu'on explore notre carré délimité pour découvrir des restes. C'était très très cool. Est-ce Voilà. que tu as gardé les restes? Non, mais j'ai des photos. J'essaierai peut-être de vous les retrouver.
Et vous, monsieur Nico, vous aussi, vous vouliez être archéologue quand vous étiez jeune? Bah, évidemment, ça a été. Alors, j'ai d'abord voulu être curé. Ah. Et puis, quand j'ai vu Indiana Jones vers pareil, comme Tom, vers 8, 9, 10 ans, la première fois, c'était à la téloche aussi. Bah, ça m'a ouvert la perspective de devenir archéologue. Et puis, forcément. T'as renoncé au célibat, quoi. J'ai renoncé au célibat, tout à fait. Et aux enfants. Non, bah ouais. Ah, c'est dégueulasse. Parce qu'en... donc j'ai renoncé à devenir archéologue très rapidement, tout à fait. Je suis redescendu sur Terre parce que on se rend vite compte que l'archéologie c'est pas forcément ce que nous propose notre ami Indy, Henry Junior, de son prénom. Comment ça s'appelle? Non, moi je l'ai vu pareil comme Tom 90-95 fois. Ces dernières années. Je le regardais souvent quand je mangeais le midi, quand j'étais tout seul ou quand j'étais tranquille. C'est vraiment des films, ce genre de films que je regarde, comme Le flic de Beverly Hills par exemple, ou des choses comme ça que je regarde comme ça en mangeant. Et c'est un réel plaisir c'était un réel plaisir de revoir avec vous ce film qui est parmi le cultissime, tout à fait, ça se positionne par là. Et on n'a pas parlé des anecdotes aussi autour de ce film par rapport par rapport au choix d'acteurs, effectivement. Ça aurait été top de voir un Indiana Jones avec une chemise hawaïenne. Ça aurait été vraiment super. Et une moustache. Et une moustache. Parce qu'il ne voulait pas se raser, Tom Selleck. Il voulait pas se raser, ouais. Tout à fait. Monsieur Jules. Bah écoute, moi, c'est juste dingo, quoi. C'est un film de malade. Je crois qu'effectivement, ça fait partie de ces sagas avec Retour vers le futur que je me suis tapé à un nombre incalculable de fois. Si on pouvait éviter de parler de Retour vers le futur dans cette émission, ça m'arrangerait. Non, mais ça a toujours le même effet, en fait. Et je trouve que ça prend pas une ride, c'est intemporel de fou. Et puis, non, moi, je l'ai redécouvert là parce qu'en fait, là, je l'ai chopé en... Si c'est pas en 4K, en tout cas, c'est en bonne grosse HD des familles. Et je le redécouvre parce que je ne les avais vus qu'en DVD. Je l'ai découvert, donc je crois que c'était Temple Maudit, que j'ai découvert en premier. Et, et ça, cette anecdote va revenir très très souvent, comme les Star Wars d'ailleurs, en noir et blanc, sur une petite télé noir et blanc que mon arrière-grand-mère m'avait filé. Et je regardais ça dans ma piole quand mes parents étaient couchés. Et du coup, j'étais très près de la télé pour entendre ce que ça disait. Et ouais, j'ai vu le Temple Maudit comme ça. Et mais je me suis pris une tartasse, extraordinaire, pour ensuite découvrir que c'était pas forcément le meilleur de la saga, effectivement. Le premier, puis le 3 qui est extraordinaire. J'en ai même du mal à le dire. Extraordinaire. Et avec un Sean Connery absolument... fantastique. Le 4, je trouve que tout n'est pas acheté. Il y a quand même des trucs à sauver. Il y a des trucs, moi, qui me sortent complètement. Il y a 2-3 scènes qui me sortent complètement du film. Mais pour autant, c'est pas la bouse intersidérale que tout le monde a vendue, je trouve. Et j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. J'ai un peu peur pour le 5e qui arrive, mais les critiques sont dithyrambiques pour le 5e. Le 4 n'est pas un mauvais film, mais c'est un mauvais Indiana Jones. Oui, je sais pas. Moi, je veux pas. Il y a des erreurs, tu vois. Oui, par exemple, voilà. son pote, c'est une erreur de casting pour moi, tu vois, dans le truc. Pour autant, je trouve que tout n'est pas acheté. Non, mais il y a des erreurs de rythme, il y a des erreurs de cast. C'est complètement ça. C'est ce qui en fait un mauvais Indiana Jones, mais un je film pense correct parce qu'on a bouffé d'autres bouses à côté qui étaient 100 fois pires. C'est complètement ça. Mais je pense sincèrement qu'en faisant un petit peu de tri, qu'en peaufinant certaines choses, je pense que ça aurait pu être un bon film, un bon Indiana Jones aussi. Ouais. Mais pour le coup, ouais, non, c'est clairement en dessous. Hein. Enfin, le 4e, par contre, est clairement en dessous. Et donc, ouais, moi c'est plus que doudou, vraiment. Parce que je crois que je pourrais me les taper vraiment, littéralement, jusqu'à ma mort. Je découvrirai encore des trucs. Hier, on va en reparler, mais j'ai redécouvert la lumière. J'ai redécouvert encore une fois, parce que je les avais vus, la meilleure qualité dans laquelle je les avais vus, c'était en DVD. Je me suis dit, ça va, c'est bon, j'ai les DVD, ça va aller.
mais sans déconner, mais non, ils me les font en Blu-ray, c'est juste magnifique, vraiment. Et je trouve ça, ouais, ça fait partie, pour le coup, c'est... Si on peut avoir un doute sur le fait, enfin, en tout cas, certains peuvent avoir un doute sur oui, c'est culte, c'est pas culte, machin, mais là, il n'y a pas de débat pour moi. Il n'y a pas de débat. Et c'est d'autant plus intéressant de t'avoir dessus, pour le coup, parce que tu vas pouvoir nous dire si toi, ça le fait ou pas, quoi. Et je n'ai aucun doute que ça le fasse ou pas, tu vas argumenter. Tu l'as déjà fait, de toute façon, hier, donc je le sais. Et j'ai re-hâte de t'entendre. Voilà. C'est ce qu'on va voir. Non, mais alors juste pour revenir sur la saga, moi je tiens à faire un petit clin d'œil au Kid Comics qui est très très fan d'Indiana Jones et qui m'a dit qu'il ne reniait pas le 4, même s'il y avait une scène qui n'allait pas. Donc c'est que tout n'est pas forcément à jeter, mais on n'en est pas encore là, puisqu'on est sur Indiana Jones 1. Et du coup, mes chers amis, je pense que vous vouliez savoir un petit peu les a priori ou ce que j'avais pu entendre dire du film jusqu'à maintenant. Alors c'est vrai que moi, j'avais toujours entendu que du positif sur Indiana Jones. Je connaissais le personnage parce qu'il il a traversé la pop culture et il est culte. On sait que c'est Harrison Ford, on le voit avec son chapeau, comme on en reparlera après, mais sans vouloir entrer dans les détails du film, l'ombre d'Indiana Jones, on la connaît. Si on la trouve quelque part, on sait que c'est lui, même sans avoir vu le film. La musique est totalement légendaire. On peut la trouver dans un blind test sans jamais avoir vu Indiana Jones. La preuve en est, puisque la semaine dernière, j'ai fait un blind test film où il y avait Indiana Jones et je n'avais pas vu le film à ce moment-là. Donc, c'est un film dont j'avais entendu beaucoup de bien. Mais encore une fois, comme je l'expliquais dans ma vidéo de présentation, j'ai juste pas pris le temps de le voir, même si c'est un film qui me faisait envie, c'est juste qu'il n'y a pas eu l'occasion. Donc j'avais quand même hâte et j'étais très contente de commencer les rattrapages de Lena par Indiana Jones, parce que c'est un film qui fait pas trop débat et que j'avais très envie de voir pour le coup. Et puis là, ça tombait bien parce qu'effectivement, le prochain sort le 30 juin, si je dis pas de conneries. Il est déjà sorti à Cannes. Enfin, il y a eu une projection à Cannes. Et pour le coup, effectivement, ça tombait pile poil dans ce premier numéro. Non, et puis dans la définition qu'on a donnée de culte tout à l'heure, je trouve que c'est le bon choix, celui-ci, ce film-là, vraiment. C'est vraiment un bon choix. C'est parfait de commencer par là, comme tu l'as dit, Léna. Et puis, il y a tant et tant de choses à dire sur ce film, et tant de choses, comme l'a dit Tom tout à l'heure, qu'on redécouvre et qu'on découvre aussi, parce que par le prisme de l'âge aussi, qui avance, et des choses dont on s'aperçoit, et c'est extra, c'est génial. C'est dingue de se dire que, par exemple, là, personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, je ne connais personne qui n'aime pas Indiana Jones. C'est-à-dire qu'au pire... Si, moi je connais. Moi je connais aussi, oui. Non, mais qui n'aime pas? Ouais. Je sais pas, faudrait lui demander. Faudrait demander à James s'il aime vraiment pas Indiana Jones. Ouais, ou s'il s'en fout. Non, mais... Ouais, mais... Moi, j'ai une pote qui aime pas ça et j'ai mes parents qui détestent ça parce qu'ils assimilent ça de la science-fiction parce qu'il y a une partie un peu plus... Ok. Ouais. Ah ouais. Moi, je vous l'ai déjà dit, les 2 films de science-fiction que mes parents ont vus, c'est Retour à le futur, et pas en entier parce que je suis arrivé peu de temps après, et Jurassic Park. Ouais, c'est pas de la science-fiction pure et dure. Voilà, mais moi, mes parents, tu leur as dit science-fiction... Donc on n'invitera jamais ses parents. Et alors que Jurassic Park, c'est tellement merveilleux quand même. Oui, mais ils adorent ça. Mais c'est les seuls films de science-fiction qui sont autorisés. Ouais. Et pour la petite histoire, c'est aussi moi, avec ce film-là, que j'ai vraiment voulu devenir archéologue. Pour le coup, pas du tout pour le côté aventurier, mais vraiment plus pour découvrir des trucs de l'histoire et vérifier des trucs. Et puis, bien avant que Jurassic Park sorte, j'avais vraiment en tête, je me passionnais notamment, j'avais un bouquin qui s'appelle La vie secrète des bêtes. Où c'était spécialisé sur la préhistoire et je trouvais ça fascinant. Et autant vous dire que quand Jurassic Park est sorti, j'étais encore mais vraiment gamin de voir tout ça. Je trouvais ça exceptionnel. Et puis comme tu disais tout à l'heure, après tu changes ton fusil d'épaule très vite. Hein.
Ouais, et puis c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi il a éveillé ce film en moi ma passion de l'Égypte antique et du fait que je me suis intéressé très tôt. J'ai commencé à m'intéresser à l'Égypte antique, je devais avoir 12 ou 13 piges. J'ai lu plein de trucs. J'avais des collections de abonnés à des aux éditions Atlas, à des trucs sur l'Égypte antique, sur l'histoire de l'Égypte antique. J'ai très vite glissé vers la littérature de Christian Jacques dans ce qu'il a écrit sur l'Égypte antique. Et grâce à Indiana Jones, quoi. Et après, il a évoqué une autre de tes passions, Nico, les nazis. Eh ben, c'est à ce moment-là où tu es parti sur les nazis à Nantes. Mais tu sais que ça serait pas si déconnant que ça. Je sais pas si ça vient. Alors attendez, on va rassurer tout le monde. On va rassurer les gens qui me connaissent pas forcément, qui suivent Léna. Je suis pas un naziophile. Du tout, hein. C'est une boutade, messieurs dames. Parfois, il fait le salut nazi le dimanche, mais à part ça. Oui, mais ça c'est passé. Et il se repasse des vinyles des discours d'Hitler. J'ai passé le cap de Nicolas Sarkozy, vous savez. Nicolas Sarkozy, vous savez pourquoi il fait ça? Ouais, parce qu'il se retient de faire ça. Non, mais non, c'est pas possible. Non, évidemment, c'est une période. On va en parler très prochainement de ma lubie pour les nazis. Mais effectivement, peut-être qu'Indiana Jones n'est pas étranger à ça. Attends, parce que là, ça sous-entend quoi? Qu'on a une émission dans les tiroirs spéciales nazis? Enfin, comment ça se passe? Non, mais par rapport à une certaine FAQ, il semblerait qu'il y ait des questions autour de ma naziophilie. D'accord. Supposée. Tout à fait. Voilà. Hier, j'ai oublié de le dire, et ça tombe bien parce que c'était pas enregistré. Hein, voilà. Je trouve que on peut se méfier de YouTube parce que je sais pas, ça fait 4 ans qu'on est sur YouTube avec Jules et je ne sais pas combien de fois j'ai prononcé ou on a prononcé le mot nazi, combien de fois j'ai fait la moustache ou le salut nazi, on n'a jamais été squeezé. Par contre, on s'est toujours posé la question avec Jules de mettre des visuels avec des nénés dessus. On s'est dit non, on les met pas parce qu'on risque d'être squeezé. Alors c'est te dire, vous n'avez jamais été monétisé non plus. Hein. C'est te dire la vigilance de YouTube vis-à-vis du nazisme. Alors par contre, très clairement, à chaque fois, là on en a un, il y a le dernier secret d'Hitler qui va sortir. Donc là tu as un bingo, hein, c'est-à-dire qu'on a dit nazi, Hitler. Il y a une blague très limite tout à l'heure. C'est vrai. Oui. De quoi? C'est un baptême pour la première, non? Et par exemple, là, pour le dernier secret d'Hitler, il y avait plein de... Enfin, alors plein, d'ailleurs, j'ai eu du mal à choper les visuels, parce que pour la petite info, on ne peut plus récupérer les visuels Disney. Ouais, j'ai vu ça la dernière fois que j'ai préparé le live, ouais, effectivement. Et du coup, tous les trucs avec le logo nazi, en fait, je les prends pas, quoi. Parce que j'ai trop peur de me faire striker, quoi. Très clairement. Hein. Voilà, c'était une petite anecdote nazie, la parenthèse nazie. En tout cas, c'est cool de savoir qu'on voulait tous être archéologues petits, mais il y avait Nico qui voulait être prêtre. Non, mais en vrai, c'est vrai. En vrai, je voulais être curé et j'ai une cousine qui voulait être bonne sœur. Bon. Et alors attention, j'avais une vanne à faire là-dessus. On n'a aucune éducation religieuse, elle ou moi. Enfin, je veux dire. Pas de zob, rien du tout. J'ai un grand-père qui était communiste à fond. Ma grand-mère, elle en avait mais rien à foutre de tout ça. Et puis voilà, enfin même mes grands-parents paternels nous ont obligés à nous baptiser parce que même ma grand-mère étant juive, elle voulait pas que si jamais ça se reproduise, qu'on se fasse exterminer. Hein. Donc elle a dit baptisez-vous les gars, comme ça c'est bon, les nazis peuvent vous retrouver. C'est assez ancré. Ah oui, bah ouais, ma grand-mère, elle était dans les camps, quoi. En tout cas, nous avons visionné Indiana Jones hier, mais nous allons en parler aujourd'hui. Donc, je vais revenir un petit peu sur mon avis sur le film, donc que j'ai découvert hier pour la première fois. Et clairement, on va pas se mentir, c'était plutôt un bon moment. Je tiens déjà à remercier franchement tous ceux qui ont été avec nous dans le chat pour le visionnage parce que ça a rendu le visionnage encore plus cool. Vraiment de partager ça à plusieurs, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que vous aussi vous avez de nouvelles analyses parce que c'est pas la première fois que vous voyez le film et c'est toujours cool de pouvoir en discuter au fur et à mesure de découvrir un film, surtout qu'on n'a jamais vu. Donc merci à vous d'avoir été là, que ce soit tous les trois ou le chat. Et hâte d'être à la suite.
pour ce qui est d'Indiana Jones, ben, clairement, au-delà de la convivialité, c'était quand même un super film. J'ai passé un super moment devant Indiana Jones. Clairement, en termes de rythme, je me suis pas ennuyé un seul instant. On reviendra plus en détail, je pense, sur le film en partageant nos avis, mais le fait d'être directement mis dans le bain sans intro, on découvre Indiana Jones directement dans son personnage, directement dans l'action, avec cette découverte au début. Et ça, d'atterrir dans cette forêt au milieu de nulle part, de pas avoir forcément de repères et de nous balancer le personnage comme ça, de manière un peu culte finalement, puisqu'on le découvre, on le découvre pas dans son quotidien, mais on le découvre directement dans sa recherche. C'était plutôt cool. Je sais pas si à l'époque ça se faisait beaucoup de démarrer des films comme ça. On a fait beaucoup d'analogies avec Indiana Jones dans le chat hier, puisque Avec clairement James Bond. c'est Avec- avec James Bond. Merci Tom. Et beaucoup de comparaisons parce que effectivement James Bond a tendance à commencer comme ça sur une scène d'action directe. Et pour le coup, j'ai vraiment aimé le personnage incarné par Harrison Ford. Il est hyper charismatique. On le découvre ensuite dans son job de prof. Tout fait sens. Les explications, ses recherches. Et ensuite, ce qui va suivre, on s'est fait la réflexion aussi que finalement, cette recherche de l'Arche perdue, il l'a trouvée assez vite, hein, et que c'était pas forcément le centre du film. Toute l'enquête et la recherche, c'est plus ensuite ce qui va se passer après. J'ai trouvé que le personnage féminin, parce que il y en a qu'un seul qui est mis en avant, n'était pas si maltraité que ça pour l'époque. Il y avait pas tant de stéréotypes que ça, comme on pourrait s'y attendre par rapport au contexte de sortie. Donc ça, j'ai plutôt aimé. J'ai trouvé que c'était plutôt un bon traitement. Visiblement, ça se dégrade par la suite, d'après ce que vous avez dit. Mais en tout cas, positivement, agréablement surprise en tout cas par le visionnage. Et ça m'a donné clairement envie de voir la suite. Et vous, messieurs, ce second visionnage, je vais en profiter pour vous ajouter des petits visuels que Tom a préparés. À récupérer, j'ai rien préparé. Allez-y. Je vous en prie. Je vous laisse embrayer. Tom, vas-y, je t'en prie. Alors, c'est pas un second visionnage, on est au-delà de 90 visionnages du coup. C'est beau. Non, c'est... ouais, encore une fois, comme je disais, il y a plusieurs niveaux de lecture et je pense que sur le visionnage d'hier soir, j'ai vraiment pris conscience de l'apport qu'il a eu dans tous les Spielberg qui ont suivi après, en fait. Et, mais oui, le personnage du docteur Henry Jones Jr., on peut que être fasciné par ce type qui fait marcher sa tête les 3/4 du temps en plus. C'est-à-dire que oui, au départ, on est plongé dans l'action. Cependant, le mec il réfléchit, il court pas d'un point A vers un point B, c'est pas Ethan Hunt non plus. Il se pose des questions. Quand il découvre la tablette où planter le bâton pour avoir la ville de Tanis, il prend quand même le temps, alors qu'il a des nazis tout autour du puits, d'épousseter le truc, de regarder où c'est que ça va, il met le machin, il coupe le bâton, il regarde, allez, c'est par là-bas. Et même au début, juste pour rebondir sur ce que tu dis, on le voit dans les visuels, quand il... Bon, ça marche pas, on va direct, mais il y a quand même la présence d'esprit de mettre un poids à la place de l'idole pour essayer d'avoir le truc, quoi. On voit qu'il n'est pas qu'il fonce pas sans réfléchir. Oui, voilà, c'est pas juste un gros bourrin. Alors oui, il y a des scènes d'action. Je pense à cette scène sur l'aérodrome avec l'avion qui tourne et cette espèce de soldat qui me fait beaucoup penser à Mammouth dans Nicky Larson. Cette moustache et cette manière d'être bodybuildé, voilà. Alors moi, il me faisait aussi penser à Bronson avec comment il s'appelle, Tom Hardy. Tom Hardy, ouais. Mais Bronson, c'est un rêve qui date de plus loin de Indiana Jones. Alors que moi, à l'époque, je découvrais aussi les City Hunters. Et donc, il sait quand même se battre. Il est intelligent, il est charismatique, il est séducteur. Et tu as envie d'avoir ne serait-ce qu'un dixième des connaissances qu'il a, effectivement. Et je pense aussi, enfin moi, l'histoire a toujours été une de mes matières préférées au Bahut. C'est via ce genre de trucs, de prismes et de films et de thématiques que tu apprécies l'histoire, où tu t'aperçois que c'est un éternel recommencement et qu'il y a beaucoup de choses comme ça sur la transmission. Et cette fin un peu en eau de boudin où tu te dis finalement tout ça pour
pour un truc qui va rester entassé sur une étagère à prendre la poussière. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Je trouve qu'il y a tout qui est bon dans ce film, en fait. On a les débuts de tout ce qui a été le côté Spielberg après, en fait. Mais au 90e, 95e visionnage, parce que je tiens à dire, moi je suis à plus de 140 visionnages de Retour vers le futur, mais un peu moins de... Il les compte, hein. Le mec tient à dire, Ouais. il le revendique, il a une carte d'abord. C'est ça. Il a passé les 100, donc il a une carte, c'est 100 ça. et plus. J'ai une C'est ça. DeLorean en petit, pas du tout. C'est ça. Alors que moi, je suis à 140 visionnages de Mission Cléopâtre. Ouais. C'est pas pareil. Et il ressort en 4K J'ai au vu. cinéma. Ouais, J'ai ouais. vu. Je vais y aller, je pense. Mais non, je suis à beaucoup de visionnages parce que c'est des films en plus que j'ai pris plaisir à revoir en plus pendant le confinement parce que c'est des films où tu as beaucoup d'extérieur et à l'époque tu tournais vraiment en extérieur aussi. Oui, complètement. Même si quand il passe dans une tente, c'est du studio, je trouve qu'en plus il y a une science de la transition par Lucas et Spielberg qui sont assez ouf. Ouais. Est-ce qu'on en parle du ciel d'orage un peu quand même? Oui. Alors, ce ciel d'orage qui me fait moi énormément penser à un autre film, et je pense vraiment que c'est fait exprès aussi, Les 10 Commandements. Les 10 évidemment. commandements, effectivement. Où effectivement tu as du matte painting, mais aussi des effets spéciaux de l'époque, et ça marche du feu de Dieu, quoi. C'est le cas de le dire. Et non, mais moi je l'ai trouvé ouf. En fait, je l'ai encore redécouvert. C'est ça qui est dingue, c'est que tu le redécouvres encore. La lumière, elle est fantastique, franchement. Et je m'étais jamais autant rendu compte que beaucoup de films de Spielberg, c'est un peu de l'éclairage à la flamme, quoi. Et ça doit être hyper compliqué à gérer pour autant, mais il le fait super bien. Et on a vu aussi que rien n'est laissé au hasard. C'est-à-dire que quand il s'arrête dans l'entrebâillement d'une porte, ou dans l'encadrement d'une porte, pardon, la lumière, elle tombe pile poil sur ses yeux, c'est pas un hasard, quoi. Tu sens que tout est millimétré. Ça a beau être avoir l'apparence d'un film comme ça, un peu, comment dire, pas survolté, mais en tout cas un truc pas précis, tu sens vraiment que c'est tout l'inverse, quoi. Et ça marche vachement. Le jeu d'Harrison Ford, il est ouf, parce que en très peu de temps, tu saisis complètement le personnage, la caractérisation du personnage. Pareil, on l'a vu, mais la première scène, avec effectivement ce sac voilà, où il enlève du sable, il y remet, comme tu disais, il est intelligent, on le met dans la peau aussi du professeur. Du coup, il y a forcément une culture, une intelligence, quand même. Et effectivement, il est baroudeur, séducteur, il y va, il a confiance, pour autant il a des failles. Je trouve que tu perçois quand il doute. Ouais. Et c'est ce qui le rend incroyablement humain, en fait, et où tu peux vraiment t'identifier à ce personnage-là, parce que justement, il a des doutes, justement, il a des failles, et que lui-même, des fois, il se demande s'il y va, quoi. Ou alors, il faut qu'il reprenne son souffle, même en déconnant, à la fin, quand il se tape avec les gens. Tu vois, le côté, attendez, 2 minutes. Il faut, voilà, pour reprendre son souffle. Alors, c'est sur le ton de l'humour, certes, mais il n'empêche que c'est vrai. Le mec s'en prend une bonne, il tombe le cul par terre, attends 2 minutes. Et ça marche vraiment bien. Il a aussi un côté un peu burlesque, cartoonesque, complètement. La façon dont il le joue. Le personnage est comme ça, mais la façon dont on le joue, il y a ce côté un peu aussi élastique, ce côté chorégraphique aussi qu'utilise Harrison Ford pour certaines positions. Là, on le voit d'ailleurs sur la. Dans les moments d'action, très clairement. Et dans les moments d'action, il y a des gestes, il y a des gestuels, ouais, qui sont hyper. C'est pas au hasard, quoi, qui fait ça, vraiment. Et même s'il y a du Harrison Ford tout craché, parce qu'on retrouve certaines de ses gestuels dans son Han Solo ou dans d'autres films qu'il a pu faire, mais là particulièrement avec ce personnage de Indiana Jones, il y a ce côté burlesque, cartoonesque. On sent que les influences, elles sont multiples, et c'est ça qui rend aussi le film, qui est quand même un film qui n'a pas été considéré comme un film très sérieux très longtemps. Mais qu'il il est hyper chiadé, ce film, quoi, effectivement, comme tu dis. Alors, j'ai lu et entendu sur le documentaire de Arte sur Indiana Jones que c'est à partir des Aventuriers de l'Arche perdue que dans les James Bond qui ont suivi, James Bond s'est mis à saigner. Ok. Parce que chez Roger Moore et chez il ne saigne jamais, et chez Connery ne saigne jamais, et George Lazenby non plus, qui a fait l'intérim pas longtemps sur un épisode. Ouais. Et du coup, il semblerait que les réals aient pris conscience que montrer un héros qui saignait comme l'avait montré Spielberg
et Lucas, c'était pas forcément une faille du héros. Ça le rendait justement Ouais, plus c'était pas proche forcément Ah ouais. péjoratif. Ouais, Mm. ouais. Ouais. Et pour le coup, je trouve que les antagonistes fonctionnent bien aussi. Ce nazi avec son petit chapeau et ses petites lunettes. Tiki Olgado, on pour a- ceux qu'on la ref, hein, en France, je l'ai Ouais. dit 50 fois hier, mais c'est la gueule de Tiki Olgado, le pote d'Alain Chabat dans Gazon Maudit, pour ceux qu'on la ref. Et le pote aussi de Gérard Jugnot dans La Belle Époque. Tout à fait. Film culte, s'il en est La Belle Époque aussi. C'est clair. Et juste pour ajouter sur ce que tu disais sur Mm. Marion Ravenwood, qu'on reverra plus tard, mais en gros, effectivement, comme tu le disais, je trouve que son personnage, alors, en fait, il est, comment dire, par rapport au féminin, par rapport à la représentation féminine, c'est les autres qui le rendent problématique. C'est-à-dire que il y a un souci par rapport aux autres. C'est-à-dire ou comment les autres la considèrent. Mais elle, en tant que personnage, elle, en tant que femme, je trouve que c'est effectivement plutôt une femme forte et quelqu'un qui tente des choses, contrairement à d'autres personnages qui subissent complètement l'action et qui subissent le scénario. Là, pas du tout. Elle essaie de faire des choses et elle réussit potentiellement aussi à faire des choses. Là où, effectivement, dans le 2, et son nom m'échappe complètement, le Kepcho. Ouais, le Kepcho. Et le personnage féminin subit la situation et quand elle arrive à quelque chose, c'est qu'elle l'a pas fait exprès, tu vois. Et là, pour autant, elle entreprend des choses. Des fois même, elle est plus forte que les hommes sur certaines choses. Et c'est en ça où je trouve effectivement que ça reste un personnage fort. En revanche, effectivement, comment elle est considérée par les autres mecs, en l'occurrence, ouais, tu sens que ça a un peu vieilli. Mais en même temps, c'est aussi ça qui renforce le fait que on a beau penser ce qu'on veut, c'est un personnage fort. Donc, c'est aussi grâce au fait qu'on la considère peu qu'elle est d'autant plus un personnage fort. Le seul défaut du film, c'est le traitement de Belloc, qui manque peut-être un peu de nuance, en fait. Ouais, il est un peu caricatural, c'est vrai. Voilà, c'est peut-être le seul petit défaut qu'on pourrait... Il est très bien joué, il est très bien interprété. Tu sais qu'à l'époque, dans les années 80, les Américains nous considéraient comme ça, et nous considéraient comme ça aussi par rapport à ce qui s'est passé pendant la guerre, mais il manque peut-être un soupçon de nuance sur Belloc. Mais juste pour revenir sur le traitement du personnage féminin, pour le coup, il est pas problématique et elle joue pas les potiches ou les filles en détresse, donc c'est plutôt bien. Mais faut quand même rappeler que c'est l'unique personnage féminin du film. Et ça peut être un peu problématique quand même. Enfin, d'une certaine manière, c'est que des mecs dans ce film. Ils auraient pu potentiellement mettre en avant. Ouais, mais c'est les canons des années 80, Léna, en fait. Non, mais voilà, mais faut le remettre aussi dans son contexte. Faut le remettre dans son contexte. Mais voilà, de ce point de vue-là, ça aurait mérité quand même peut-être d'avoir un peu de personnage féminin. C'est vrai que quand il va la chercher au Pérou, t'as l'impression que c'est la seule meuf de la montagne. Mais très clairement. En même temps, c'est la tenancière du bazar aussi. Hein. Mais effectivement, et par exemple, quand ils vont, c'est où qu'ils sont c'est au Maroc, non? En Égypte. Au Caire. En Égypte. Mais oui, je suis bête, mais quel abruti, évidemment. Et en Égypte, de mémoire, tu vois beaucoup de mecs, notamment quand il est sur la place et qu'il se tape dessus, quoi. Mais tu vois aucune femme, en fait. Mais tu vois les enfants de Salah, tu vois pas la femme à Salah. Et on dit la femme à Salah? Non, on dit pas. De Salah, la femme de Salah. Et effectivement, il faut aussi, là, tu nous tends la perche avec cette image, mais saluer quand même le travail exceptionnel de ce petit capucin qui fait un taf absolument incroyable. Ouais. Non, mais très clairement. On dirait le petit capucin de compagnie de Nico. De moi? Tu parles de moi? Non, de Nico. De moi? Bah oui, t'as pas éduqué un petit capucin comme ça pour faire le salut nazi? Ah oui, parce que ça, c'était énorme dans le film. Le capucin qui fait le salut nazi, je m'y attendais pas du tout. Ah, franchement, c'était juste incroyable. Et Nico, si tu pouvais éviter de faire des saluts nazis sur ma chaîne, ça m'arrangerait un peu quand même. Je crois que je l'ai déjà flouté sur une vidéo. Moi, je pense que je vais flouter Nico sur toutes les vidéos. Je l'ai flouté. Non, mais non. Non, mais là, c'est Hydra qui l'a fait. Alors, même si sur la capture du haut, on voit à peu près où va la démarcation de la vitre en plexi,
Ouais, Ça se voit assez c'est la bien. réflexion que je me faisais un petit peu avec le serpent. Exactement. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi, par rapport, encore une fois, à la femme et notamment au personnage de Marion, tu sens que tous les mecs sont complètement débiles face à elle, en fait. Oui. C'est-à-dire que Belloc, je veux dire, dans cette situation, le mec lui apporte une robe. Il est complètement à la masse, quoi. Oui, Tu oui, vois. non, il est- On met aussi, de ce point de vue-là aussi, sur le modèle de... Alors, je sais pas si c'est une caricature ou si c'est un pastiche, une satire de la femme objet. C'est-à-dire Oui. qui fait vriller tous les mecs. Et comme tu dis, ils sont tous débiles. Donc on a aussi ce côté satirique Bien sûr. pastiches Du coup- des mecs qui tombent raides devant voilà. la nana, qui elle a rien demandé. Quoi. Elle fait, mais non, mais en fait, ce jeu, Ce que c'est je- barré. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que ça sert aussi dans les deux sens. Ouais, Et c'est ça. c'est-à-dire que ça a quelque chose qui... ça rend débile, nous, encore plus Totalement. aujourd'hui, je pense. Totalement. Du coup, ces personnages, quoi. Mais... Totalement. Non, mais ça fonctionne bien. Il y a des petits détails qui sont mis de côté. Par exemple, quand on découvre ce personnage féminin, c'est lors d'un jeu à boire où on Oui. voit qu'elle tient plutôt bien l'alcool. Et c'est quelque chose qui est réexploité ensuite dans la scène justement avec la robe où elle joue le jeu d'être sous l'emprise de l'alcool pour l'avoir au final. Donc Il y a 50 suicides de Tchekhov à la minute, quoi. C'est-à-dire que même C'est les clair. serpents, là, au début, on t'explique dans la scène d'intro qu'il a Ouais. peur des serpents. C'est pas un hasard, ça resservira pour amener de la tension à une autre scène, puisqu'il découvre tous ces serpents dans Bien sûr. sur le Ouais. sol du temple et auquel il va être confronté, quoi. Après, même si t'as pas la phobie des serpents, vu combien il y en a, c'est je pense que tu peux la choper. Et donc, peux la assez, choper. assez facile. Je donnais l'anecdote hier, mais ils ont été faire toutes les animaleries des alentours pour récupérer le plus de serpents possible et foutre des serpents le plus possible là-dedans. Il n'y en avait pas assez et c'est Spielberg qui a donné l'idée d'aller chercher des tuyaux d'arrosage et de les mêler à tout ça, quoi. Et du coup, Et après, quand il a fallu les remettre dans les eaux, il se souvenait exactement de quel serpent venait de quelles eaux. Est-ce qu'il leur a mis des petites Alors, je étiquettes, pense tu qu'on vois T'as était le à zoo une du CAC époque- qui s'est retrouvé avec des tuyaux d'arrosage, par contre. Hein. Mais si, regardez, c'est un serpent, il bouge. Après, je pense que c'était aussi une époque où clairement, on s'emmerdait pas avec les Ouais. animaux. Hein. C'est-à-dire que s'il fallait Ouais, si buter, t'avais inversé le python du. ouais. Ah, je suis pas sûr. Spielberg Tu a penses toujours adhéré à la PETA quand même, donc je pense qu'il a toujours eu des conseillers techniques de la PETA sur ses plateaux. Donc, Tu crois que chaque serpent a été remis en liberté? Vas-y, petit serpent, vas-y. non, a été Ah, mais- refilé à son animalerie, ouais, Hop. mais je pense que Non, après, moi, je doute pas qu'ils aient été bien traités, mais est-ce Ouais. qu'ils les ont forcément remis au bon endroit dans. Écoute, je pense qu'il y a pu y avoir des inversions. Après, Après, est-ce peut-être que que c'est c'est des peut-être moins doublures, grave hein. que les inversions de bébés, tu vois? Peut-être. Oh, Non, mais peut-être bordel, que c'est des ça me fait maigres, penser. des mecs tout maigres qui font. On sait pas. Oui, Tom. Il y a un film à rajouter sur ce que tu viens de dire, Ah. La vie est un long fleuve tranquille. Est-ce que tu J'ai l'as déjà vu vu. Ah, ok. Et on en a pas parlé, enfin on en a beaucoup parlé hier, on n'en a pas parlé ce soir. Il y a aussi un gros travail sur le jeu des ombres, parce que Spielberg, c'est mieux le doser que Sean Murphy. Mais pour le coup, c'est vraiment... on le voit en plus dès le début, la scène où on le découvre en tant que professeur et qu'il explique sur le tableau. Il y a toujours l'ombre sur le tableau en fond qui fonctionne bien. Et même à un moment donné, quand il va rejoindre Marion, on le voit en fond. Qui arrive et tu le reconnais directement, justement, avec sa carrure et son chapeau. Ça marche super bien, quoi. Mais en fait, ça marche d'autant plus. Alors, des ombres au cinéma, il y en a eu plein. Hein. Il y a eu Nosferatu, il y en a, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais tout ça, ça contribue en fait à la légende autour du personnage. Et c'est-à-dire que dès le premier film, il arrive à le mettre au statut de légende. C'est-à-dire que quand effectivement on reconnaît le mec de par son apparence physique et le costume qu'il se met, parce que c'est rien d'autre qu'un super-héros, tu vois. Bien sûr. Et le fait qu'il change complètement le mec vrille, c'est-à-dire qu'il passe d'un petit prof sympatoche avec un nœud papillon, merde, à Stanford ou je ne sais où, au fin fond des États-Unis ou de l'Angleterre, enfin ça s'apparente aussi à tout ce qu'il y a de pragmatisme anglais, quoi. Enfin, il y a beaucoup de ça aussi. Et pour le coup, quand tu vois son ombre avec le chapeau,
il remet son chapeau. Je veux dire, dans le 4, dans la bande-annonce, tu ne le vois pas, ou très peu. Et dans le teaser, en tout cas, tu le vois ramasser son chapeau et mettre son chapeau avec l'ombre sur la bagnole. Et ça te fout des frissons. Merde, c'est une ombre, bordel. Après, Incroyable. ce qui participe à ce que tu dis aussi, c'est la manière qu'on a de le découvrir. C'est-à-dire que, quand même, pendant 4:30, tu ne vois pas le visage d'Harrison Ford. Juste un coup de feu où, avec son fouet, il désarme son assaillant et où il sort de l'ombre. Évidemment. Et tu découvres le visage d'Harrison Ford à ce moment-là, parce que même à ce moment-là, quand il range son fouet, il est complètement dans l'ombre. Donc, il y a aussi cette iconisation qui est faite dès la première scène. Et tu vois très clairement que les ombres vont avoir une importance pour caractériser le personnage tout au long de sa carrière. Et avec qui il fait équipe au début? Alfred Molina. Alfred Molina, effectivement, le Docteur Octopus des films Spider-Man. C'est ça. Avec Tobey Maguire. Ouais, mais c'est tout ça. Et aussi Tom Holland. N'oublie pas Tom Holland. Je sais que c'est ton Spider-Man préféré. Merveilleux scénario. Évidemment. Mais c'est juste incroyable, quoi. Et puis, effectivement, les nazis. Ouais. Et justement, il y a ce jeu d'ombre aussi sur les nazis quand ils débarquent pour voir Marion. On la voit en arrière-plan d'elle, sur le mur du fond, t'as ces ombres qui grandissent. Et ça aussi, ça marche super bien, quoi. Non, mais c'est vraiment ouf. Bah, c'est les méchants parfaits pour ce genre d'aventurier, quoi, les nazis. Mais oui. Moi, c'est les méchants parfaits tout court. Hein. Quelque part, c'est pas faux. Oui et non, parce que quand je pense à la bande dessinée, par exemple, la BD franco-belge avec les Black et Mortimer, ou les Tintins, par exemple, c'est pas les nazis, les méchants. C'est Ulrich pour Black et Mortimer, par exemple, qui est un ersatz de nazi, on va pas se cacher. Hein. Le gars, c'est quand même un fiefé connard, un dictateur, s'il avait le pouvoir quelque part. Mais là, c'est parfait. Et je pense que ça ne pouvait qu'annoncer une saga longue, de toute façon, le fait qu'ils choisissent les nazis comme méchants, parce qu'ils reviennent en plus par la suite. Et c'est ça qui est... Oui. Ils reviennent un film sur 2, parce que 1, 3, 5, exactement. C'est vrai que ça fait partie de l'ADN d'Indiana Jones aussi, quoi. J'ai cru que tu allais dire autre chose. L'ADN de Nico. Ça fait partie de l'ADN de Nico. Mais non, mais effectivement, parce que ce côté occulte, on en a déjà parlé moult fois dans d'autres émissions. Et en plus, Nico, ça surfe sur des légendes urbaines qui sont plus ou moins pas urbaines, parce qu'on sait que du coup, il avait une division sciences occultes. Mais parce qu'ils ont basé leur mythologie là-dessus aussi. Les nazis, la mythologie nazie, c'est basé sur le mystique et sur tout ça. Ils sont appropriés... des tas d'œuvres. La croix gammée, déjà, qui au départ est une croix nordique qui n'a rien à voir de. Ah non, la croix gammée, c'est hindou. C'est hindou. Ouais. Il me semblait que c'était de la mythologie. C'est la croix, en fait, c'est la croix qui est dans l'autre sens. Et qui est dans l'autre sens, du coup, et qui tourne, et qui, au bout du compte, te fait atteindre le nirvana, donc le paradis absolu. Voilà, donc tu sais qu'ils étaient. Donc c'est une légende qui réemploie, et avec des fondements réels, qui ont fait. Après, quand je disais c'est les méchants parfaits, c'est aussi la menace la plus lourde de sens dans l'histoire, d'un point de vue général, tu le rappelais auparavant. Aujourd'hui, si tu veux ancrer un film et lui mettre un côté intemporel, tu l'ancres dans la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Et après, même s'ils sont caricaturaux, ils ont pour eux d'être flippants. Oui. Ouais, et puis comment dire, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la mythologie qu'ils se sont appropriés pour leur propre mythologie, Hitler, il a clairement fait chercher l'Arche d'Alliance pour avoir l'immortalité, mais il a aussi clairement fait chercher les puits de Lazare, dont se sont inspirés les créateurs de Ra's al Ghul dans Batman, clairement. Batman, Ra's al Ghul, il a ce côté un peu Hitler dans ce côté-là, ce côté et donc du coup, là où je voulais en venir, c'est que dans le fait qu'aujourd'hui on veut savoir si ce film est culte, il l'est par ce biais-là aussi, parce qu'il est culte, parce que la mythologie nazie, elle aura inspiré aussi énormément d'auteurs dans la pop culture, et ne serait-ce qu'ici avec Spielberg, mais aussi dans les comics en tout cas, et dans la bande dessinée en général. Vas-y. Non, mais par contre, je me suis rendu compte hier, et je l'avais dit en live, et on en a reparlé après, c'est pour ça que j'en reparle ici. Mais en fait, moi, j'étais étonné je redécouvrais encore une fois le scénario, et en fait, je me rendais compte
que finalement, contrairement aux autres films, en fait, il n'y a pas d'enquête. Par exemple, dans la dernière croisade, dans le deuxième non plus, il n'y a pas d'enquête. C'est vrai. Mais dans la dernière croisade, c'est vrai qu'il y a tout un travail d'enquête pour retrouver. Là, le gars récupère le médaillon, il tombe sur l'Arche d'Alliance, bam, il apprend, point, terminé. Non, mais quand il pense, si tu résumes à cette scène, à partir du moment où il part de chez lui et il trouve l'Arche d'Alliance, sans déconner, en une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est plié. Hormis le décodage du médaillon par le bédouin. Ah, mais grave. Il n'y a pas d'enquête. Mais si tu regardes bien, le 3, c'est plus son père, l'enquête. Ah oui, complètement, bien sûr. Mais il y a alors moi, je suis pas... Me spoilez pas tout, hein. Je suis pas d'accord avec vous, messieurs, parce que on est typiquement ici, et Spielberg, il fait partie de ces auteurs, ces auteurs, oui, que ce soit dans le cinéma ou dans la littérature ou dans les bulbes. Là, il est dans la bande dessinée ou le comics. Il fait partie de ces auteurs qui respectent au poil de cul près le schéma narratif du récit d'aventure. Et il y a... Oui, mais ça va bien sûr. On est dans la quête. On n'est pas dans l'enquête, on est dans une quête perpétuelle chez Indiana Jones. Là, la quête, c'est l'alliance. C'est aussi l'amour de Marion dans la dernière croisade, sans spoiler. C'est aussi se rapprocher de son père. La reconnaissance du père, effectivement. La quête paternelle. Dans le quatrième, qui n'existe pas selon Tom, la quête, c'est la transmission. C'est la transmission, mais c'est aussi l'existence. Est-ce qu'on est tout seul dans l'univers? C'est cette quête-là, c'est aller chercher au-delà nos limites. Et dans le 2, c'est son divorce. Et dans le 2, c'est son divorce. Non, mais ça, évidemment, que ça respecte le schéma narratif et tout, mais c'est vrai que au niveau des péripéties, il n'y a que de la bagarre et que de l'action. Il n'y a pas de truc qui survient. Il y a 2-3 trucs qui surviennent parce qu'il se fait reprendre... Enfin, 2, en fait. Le fait que Marion se fasse kidnapper et ensuite que l'Arche se fasse reprendre par les Allemands. Mais dans l'absolu, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'embûche à part les scènes d'action où il doit se battre contre plusieurs nazis. Et c'est ça qui fait que ça rythme le film aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux clairement aller... faire pipi et revenir, tu ne seras pas secoué par le scénario, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais c'est sûr. Oui. C'est sûr, ça marche bien pour autant, c'est pas le problème. Si tu compares à Benjamin Gates, qui est toujours... Oui, mais j'allais revenir dessus parce qu'on en a parlé hier. Oui. Vas-y, Tom. C'est le jour et la nuit. Cependant, pour moi, il a un aura plus culte parce qu'il est moins daté que Benjamin Gates, qui est beaucoup plus contemporain. Et on en a parlé hier, mais Tomb Raider, Benjamin Gates, Uncharted surfent tous, enfin les jeux vidéo comme les films surfent sur la vague Indiana Jones, et pourtant c'est des films beaucoup plus contemporains qui ont salement vieilli. Il n'empêche que, comme on disait hier, sans Indiana Jones, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça, quoi. Oui, mais ça aurait dû rester en format jeu vidéo. Le passage à l'écran en fait des films datés. Pour Uncharted. Pour Uncharted, mais si mais tu Tomb Raider aussi. Ah non, oui, pour Tomb Raider aussi. Mais déjà, c'est des films que j'ai pas vus. Mais c'est vrai que pour, je finis. Ouais, je te laisse. C'est juste que pour Benjamin Gates, moi, j'ai cet attachement au fait de décoder le truc. C'est que tout au long. Moi, franchement, les petits tips, à chaque fois qu'ils trouvent et qu'ils vont au chemin suivant, tu vois, ce côté un peu carte au trésor où tu as des étapes à franchir et où tu as des trucs à décoder. Et franchement, c'est un truc où j'ai beaucoup d'affection là-dessus, tu vois. Tu vas tellement kiffer la dernière croisade, mais vraiment, quoi. Mais tu vois, je trouve que c'est dans l'appréciation de la technologie où c'est plus daté. Par exemple, un Dan Brown, le Da Vinci Code ou Angers Démon, pour moi, est moins daté que, alors que c'est la même temporalité que Benjamin Gates, où je trouve qu'il a vachement plus mal vieilli. Aussi parce que tu as cet apport de technologie par le geek qui a été très rapidement dépassé. Quand tu le vois sortir 40 câbles de son camion pour aller se connecter à Internet. Ouais, mais c'est pas ça que tu retiens en vrai. Et ben moi, je retiens plus la réflexion du professeur Langdon. Dans Da Vinci Code, tu vois que. Ouais. Après, si je l'ai pas vu Da Vinci Code, mais après voilà, je pense que c'est aussi le le lien qu'on a avec le film. Moi, c'est vrai que tous les trucs où il faut sortir la carte du musée ou évidemment. Voilà, c'est ça que je trouve ça ouf, ça fonctionne bien, tu vois. Les multiples expressions faciales de Nicolas Cage, en colère d'être en colère et pas content d'être en colère. Et puis Sean Bean, voilà. Sean Bean. Sean Bean. Évidemment.
Vas-y, Jules. Ned Stark. Non, mais non, et effectivement, je trouve que. Puis cette scène de fin avec. Moi, elle m'avait traumatisé quand j'étais gosse, quoi, vraiment. J'avais trouvé ça ouf. C'était un peu le premier. Je pense que c'était pas loin d'être le premier truc que je voyais. Ça, puis bon, tu verras dans le Temple Maudit, mais il y a aussi 2-3 scènes qui sont un peu terribles et qui peuvent te retourner un peu quand t'es gosse, quoi. Le repas, déjà, ça paraît bizarre, mais quand t'es gosse, ça passe un peu moyen. Et puis il y a une scène de sacrifice qui est pas folle, quoi. Mais là, ouais, la scène de fin avec cette arche qu'on ouvre, déjà, moi, j'étais gamin, mes parents, évidemment, m'avaient pas expliqué tout ça, m'avaient pas expliqué ce que c'était l'arche, d'où ça venait, pourquoi, enfin, ou d'où ça viendrait, ça dépend de quel bord on est. Et du coup, après, tu t'intéresses un petit peu, tu dis, ah, ok, ça vient de là, pourquoi, machin, donc tu essayes un peu de raccrocher un peu les wagons. Et puis, du mal que ça fait, en tout cas, dans ce truc-là, quoi. Le fait d'y croire, de fermer les yeux, et puis de ce massacre qui se passe à côté, mais c'est juste un truc de malade. Et effectivement, il y a toujours un petit peu une scène comme ça dans les Indiana Jones, et qui marche plus ou moins. Et là, mais ça marche de dingue, quoi. Et moi, je me souviens que ça m'avait perturbé. Je trouvais ça. Je m'attendais pas à ce que ça se finisse comme ça, en fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça, avec en plus ce moment où tu remets la caisse. Enfin, ils mettent la caisse dans ce grand truc. Alors forcément, moi, qui est très fan d'X-Files, quand j'ai vu X-Files, ça a pris encore plus de poids, parce qu'il y a un peu la même scène dans le premier épisode d'X-Files. Enfin, c'est vraiment... c'est hyper bien foutu. Et pour autant, encore une fois, et je l'ai dit hier, je redécouvrais des trucs, parce que l'avant-dernière scène, donc, au moment où la CIA vient avec Indiana, et puis lui dit que l'arche, on s'en occupe, quoi, il n'y a pas de souci. Je ne m'en souvenais absolument plus. Et pourtant, je l'ai vu un nombre incommensurable de fois, et je ne m'en souvenais plus. Écoutez, messieurs, est-ce que l'on passe à la question? Donc, au final, alors, est-ce que c'est culte? Ça, c'est toi qui vas nous le dire, hein, ma chère Anna. Enfin, qui va nous le redire, plutôt. Ouais. Donc, pour moi, c'est un grand oui, parce qu'on voit clairement l'influence qu'a pu avoir Indiana Jones sur la pop culture et sur les films, les jeux vidéo, même les romans à venir, même certains comics. Donc, ça a une aura. Il y a eu un avant, il y a eu un après Indiana Jones. Et pour le coup, bien sûr que c'est un film aussi qui est à remettre dans son contexte et dans son époque, qui a été sûrement révolutionnaire à l'époque où c'est sorti. Mais pour le coup, voilà, moi, je trouve que le pari est réussi. Donc, je vous valide cette recommandation et cet aura culte, messieurs. Vous avez fait du bon travail. Et est-ce que tu penses que ce petit Steven Spielberg ira loin? Ah, je pense qu'il y a de la graine de champion là-dessus. C'était encore une fois un réel bonheur de regarder ça, déjà de moi le revoir personnellement, et puis de faire découvrir ça et de le revoir avec toi. C'était vraiment un plaisir infini. Et pour le coup, comme je l'avais dit hier, je le redis là, mais en plus, ce qu'il y a de super cool, c'est que je commence à te connaître, on commence à te connaître, et on sait très bien que si t'aimes pas un truc, tu le diras, et surtout, tu diras pourquoi. Parce que j'avoue que les gens il y avait disent zéro mauvaise foi. J'aime pas. Pourquoi? Parce que j'aime pas. Nul. Putain, je supporte pas ça. Voilà, mes élèves. C'est de la merde. C'est de la merde. Ah, moi, je pense qu'elle dira c'est nul, wesh. Wesh. Non, mais il y a un moment donné, effectivement, avec un accent du Sud. Je t'avoue que par exemple, sur Indiana Jones, tu me dis que t'aimes pas. Oh la vache, tu me dis ça sur la dernière croisade, sincèrement, ça me fend le cœur, littéralement. Pour autant, il y en aura peut-être, hein. Il y en aura peut-être qui auront mal vieilli. Évidemment. Et si tu l'argumentes, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait normal. Mais si tu l'argumentes pas, tu es viré de ta propre chaîne. Mais en tout cas, non, c'était vraiment chouette, quoi. Et hâte d'être au prochain pour. Bon, écoute, ça m'a pas autant marqué que Jurassic Park, mais c'était bien. Après Jurassic Park, là, c'est un autre débat. C'est-à-dire, mais tu vois, première fois que tu vois les dinosaures, moi, c'est c'est incroyable, quoi. Y a pas mais tu vois, si tu avais vu en rediffusion de télé Indiana avant Jurassic Park, est-ce qu'il t'aurait pas autant marqué que Jurassic Park?
Je sais pas. Je pense il y a un affect quand même particulier, tu vois, sur Jurassic Park, que ce soit les personnages et l'histoire. Bah, les dinosaures, forcément. T'as des trucs, genre la scène du T-Rex, le verre qui tremble. Il y a des... Puis Je pourrais le voir 1000 fois. Et la musique, c'est ce que j'allais dire, on n'en a pas parlé pour Indiana, mais comme pour Jurassic Park, la musique est exceptionnelle, quoi. Comme pour Star Wars, du John Williams. Du John Mais Williams. complètement. Ouais. Et pour le coup, je le disais aussi hier, je faisais la comparaison avec Jack Burton, parce que j'ai regardé Jack Burton de mon côté en même temps qu'un autre film qui s'appelle L'Enfant sacré du Tibet. J'ai cru qu'il allait dire oui, j'ai regardé Jack Burton pendant que vous regardiez Indiana Jones. Non, mais du coup, C'est pour ça que ces commentaires étaient par accord avec Golden les images, en Child, sa BO, en fait, c'est un truc, alors, pour des raisons de budget, évidemment, mais où c'est vraiment le même titre qui revient, je sais pas combien de fois, machin. Et là, tu sens vraiment que la musique sert le film. Il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs variations de thèmes. Et Ils ça abusent pas marche du thème feu principal, de- c'est bien complètement, dosé. quoi. Ouais, comme dans Hyper Fast and bien Furious. dosé. Et pour Jack Burton, c'est exactement la même chose, vraiment. Tu sens que tout est savamment dosé par rapport à ça, et vraiment, ça fait partie de ces films. On citait Retour vers le futur, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est vraiment des musiques qui contribuent à l'aura culte du film. C'est-à-dire que sans cette musique-là, bah, ce serait pas autant, en tout cas, c'est sûr. Oui, c'est bateau de dire ça, mais la musique fait partie intégrante. C'est un acteur, c'est un personnage. Ah ouais. Oui, et encore plus la musique classique qui, par définition, est C'est intemporelle. intemporel, sûr. Tout à fait. Orchestré, quoi. Ouais. Je suis déçu parce que j'ai pas pu tailler Hans Zimmer sur Dune comme je l'ai fait hier, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, c'était spontané hier, et Mais ça ouais. reste pas en mémoire. Là, ce serait méchant alors que Hier, hier, ça tu l'aurais passait mieux. enregistré. Ouais. C'est vrai, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, j'en profite pour dire si les gens veulent donner gratuitement des cours d'informatique à Léna pour les prochaines émissions, son numéro s'affiche dessous. Écoutez, je pense que la génération informatique... Oula, attends, là on m'attaque. Qu'est-ce que c'est? Pardon, quoi? Non, mais nous, on a grandi, les ordinateurs existaient déjà, quoi. Enfin, moi, personnellement. Ouais, voilà, juste toi, en fait. Non, je dis nous, je dis ma génération. C'est Genre terrible. pas vous. C'est triste même, je trouve. C'est incroyable. Ouais, je trouve ça triste parce Moi, le qu'aujourd'hui, Minitel, j'ai pas connu, quoi. aujourd'hui, elle a un médium entre les mains, elle a grandi avec, mais elle ne sait pas s'en servir. Moi, Oui, quand j'étais Parce que enfant, c'est pas j'avais ça qui est dramatique. j'avais un Mac rose. Je jouais à Adibou dessus. Oh, comme c'est mignon. Voilà. Mais en tout cas, c'était très cool. Hâte d'être au prochain. Je remercie encore une fois le chat d'avoir été avec nous, même bon, vous n'êtes pas là ce soir pour le réenregistrement, mais vous étiez là hier soir et c'était vraiment top. Il y a eu plein de remarques super intéressantes. C'était d'ailleurs très cool, excuse-moi, je te coupe, mais c'était d'ailleurs très cool d'échanger avec le chat parce qu'il y a aussi des vérités que nous, on croyait être exactement absolues, cool. qui du coup ont été un peu squeezées, et c'était très cool aussi de te confronter au chat pour ça. On n'en a pas parlé ce soir, mais on avait beaucoup parlé notamment de Tintin. Ouais. Et du coup, ça a aussi. Vous aviez dit beaucoup de conneries sur Tintin. De recadrer le fait que, effectivement, Spielberg s'était pas inspiré de Tintin pour Indiana Jones, mais pour le premier en tout cas. En tout cas pour le premier, évidemment. Et en tout cas, était allé sur Tintin parce qu'on lui avait dit que ça ressemblait beaucoup à Indiana Jones. Et pour autant, tu sens que, ouais, effectivement, il y a plein d'influences, il y a plein de trucs qui ressemblent. Donc, évidemment qu'il y a des ponts à faire entre les deux. Et puis, lui-même a voulu réaliser très vite un Tintin l'année d'après ou l'année encore d'après, je ne sais plus. Je crois que c'était 2 ans après Indiana Jones. Et Tom est en PLS, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, non. Il vérifie la véracité de tes propos. C'est ça, tu dis des conneries. et en fait, effectivement, ça lui donne envie d'aller sur un Tintin et qui réalisera des années plus tard. C'est aussi très très cool, quoi, parce que merde, Tintin. Ça va le coup. Messieurs, on se retrouve pour le prochain rattrapage puisque nous avons une date. Nous avons une date à vous communiquer. On se retrouve le 5 juin. Vous avez le choix, vous aurez le choix entre Terminator et Robocop. Terminator premier du nom. Et Robocop premier du nom. Robocop premier du nom. Nico nous a déjà confié qu'il allait voter pour Robocop. Mais en tout cas, à vous de dégainer.
Et peut-être que le choix de nos auditeurs sera différent de celui auquel on pourrait s'attendre. Donc, hâte de découvrir pourquoi vous allez voter. Pour moi, c'est hyper dur. Hein. J'avoue que. Eh ouais, c'est clair. C'est clair. Et ajoutons aussi, Léna, que du coup, ceux qui ne sont pas plébiscités par le public ne sont pas pour autant mis de côté, puisqu'on fera une émission, les rattrapages des rattrapages. C'est peut-être pour le. Ça s'appellera pas comme ça. Voilà. Non, le rattrapage des oubliés. Je demanderai pas ça. des titres à Jules, hein, je me débrouillerai. Et non, et oui, tous les films qui malheureusement n'ont pas été choisis, je les regarderai quand même de mon côté et on en parlera dans une prochaine émission. Ils ne seront pas oubliés. Si on arrive à l'enregistrer. C'est bon. Les pics, il y en a qui vont. Il y en a peut-être que vous ne retrouvez pas Tom le 5 juin. Hein, peut-être pas. Peut-être qu'il se fera une soirée Retour vers le futur de son côté. C'est ça. On dit qu'il sera là ou on dit Oui, pas voilà, qu'il c'est ce sera que là j'allais dire. Est-ce qu'on dit qu'il sera là? Je peux vous dire que Monsieur Jarod a accepté, du coin de Jarod, de venir avec nous. Et donc, c'est lui. Alors, est-ce qu'il y a que le coin qui vient ou il y a Jarod en entier? Il y a que un coin de Jarod qui vient. Jarod d'angle, on va l'appeler. Je vais l'appeler coin. Et non, mais quoi de plus naturel et de plus logique qu'après moi vienne celui qui est mon plus grand fan. Alors, je ne sais pas de où ça sort, ça. C'est exceptionnel. Du chat des débriefs. C'est incroyable. Il paraît que c'est mon plus grand fan à débrief. moi. Hein. Mais on en redébattra peut-être plus tard. Hein. Après, en tout cas, il a posé son CV pour être modérateur de ma chaîne. Oui. Et je pense que lui sera choisi et pas vous, puisque vous m'avez pas mis modo de votre chaîne. Donc. Tu sais pas, j'ai pas encore lancé la mienne. Non, mais je m'excuse, Tom, ça ne te concernait pas. Ah, ben effectivement. Voilà. Moi, je vais y aller du coup. Hein, si ça me concerne plus, je mais vous non, laisse. mais ce n'était pas dirigé contre toi, c'est une pique dirigée contre Jules et Nico qui. Je sais, mais encore une fois, je ne sais même pas comment on fait. Voilà. Et messieurs, du coup, où est-ce qu'on peut retrouver Monsieur Tom avant que tu t'en ailles? Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver en pilier de comptoir sur l'apéro comics de temps en temps, en comic relief du SNGL et en homme de mauvaise foi sur tes chroniques avant de lancer incessamment sous peu d'ici 5 à 6 semaines Back to the Show. Voilà. Dont j'ai avancé mon visionnage aujourd'hui, on peut le dire. Et Olivier, donc tu en es au générique du premier épisode. Moi, j'ai chopé la deuxième saison. Bien. Maintenant, il faut que tu regardes. C'est ça. Monsieur Nico. Ah ouais, c'est moi. Est-ce que vous pourriez faire une liste de vos émissions qui durerait moins d'une minute? On peut pas faire une tier list de nos émissions? Moi, je peux vous dire c'est pas ma con, préférée. C'est pas con. Non, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, on peut nous retrouver de manière assez sporadique dans les rencontres du deuxième type. L'ADN de la chaîne, j'ai envie de dire. On peut nous retrouver. Ça, c'est les émissions qui sont tournées derrière l'église? Tout à fait. Derrière l'église. Non, maintenant c'est dans un chemin champêtre. Si tu avais écouté, ils se sont fait gauler par le curé, maintenant ils sont dans un chemin. Si je puis me permettre, au départ, effectivement, on se rencontrait derrière l'église et au gré des occasions, c'était soit chez Jules, soit dans un chemin, dans un champ ou autre, ou même dans son jardin une fois. Oui. On était un peu pompettes d'ailleurs cette fois. C'était très avec bien. la chaleur et tout, c'était super souvenir. Donc RDDT, il y a le Brock Live qu'on aimerait à chaque fois, je le dis, qu'on aimerait tant qu'il soit plus régulier que ça. Le Brock Live, pour ceux qui ne savent pas, c'est la suite directe de Brock Hunters qu'on faisait Jules et moi, avec les plus belles occasions qu'on faisait. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Tous les podcasts animés. Vous pouvez regarder. Vous pouvez aussi moi tout seul avec Spider-Man, les chroniques de Spawn. Et prochainement, pour ceux qui vont écouter le replay de cette émission avant cette date-là. Les chroniques nazies de Nico. Non, il va y avoir notre live, le live des 1000. Le live des 1000 abonnés le 17 juin, pour ceux qui vont l'écouter donc avant le 17 juin. Il y aura toute une farandole. Est-ce qu'on dit qu'il n'a pas été non, mais il se reconnaîtra. Et j'ajoute effectivement, puisqu'on parle d'Indiana Jones, de Jack Burton, dont j'ai parlé dans cette émission, le Ciné des Manches avec les amis New
et Monsieur Eddy, The Serial Blogger, que je prends plaisir à faire une fois par mois, où on revient sur le cinéma en général, avec une thématique à chaque fois et des recos recommandés. Si vous avez envie de savoir ce que c'est, venez voir. Je peux vous dire que c'est une belle brochette les trois là, franchement. Et est-ce que vous avez parlé de Zelda? De Zelda? Bah oui, parce que la miniature... Ouais, c'était Zelda, effectivement. C'était Zelda. Ah oui, tout à fait, mais pas du tout. D'accord. C'était pour partir à l'aventure. Du coup, j'ai mis 3 blaireaux. Parce que pour l'anecdote, mon frère est venu me voir, il m'a dit mais ton copain Jules, là, il a fait une vidéo, je croyais qu'il avait parlé de Zelda, parce que dans la miniature, il y a Zelda, mais pas du tout, en fait. C'est vrai? Oui, c'est une anecdote vraie. Mais c'était pour symboliser. J'essaie toujours de trouver un truc, tu vois, qui symbolise l'aventure. Tu vois, Mafia. Moi, certains diraient que c'est de la publicité mensongère, mais... Du coup, si ça pouvait marcher, ce serait cool, tu vois. Il a surfé sur la vague. T'as perdu un abonné, le frère de Léna. Mais du coup, ouais, il fallait que je trouve un truc qui symbolise l'aventure. Du coup, j'ai pris ça, j'ai rajouté 2 personnages parce qu'on est 3 et du coup voilà. Mais après, t'aurais pu mettre l'aventure, t'aurais pu mettre les trajets de la SNCF. J'aurais pu. T'aurais pu mettre le Flixbus pour rentrer de Paris à Limoges. Ouais, je peux t'assurer qu'Indiana Jones à côté, petit joueur. Et oui, et moult émissions, effectivement, notamment les Homons et les podcasts animés qu'on va reprendre. Un SNGL à venir. Un SNGL à venir. Toi qui vas venir à Amiens, enfin! Et ça va être très très cool. Et pour la petite anecdote, j'ai eu une information très croustillante au sujet de Brubaker qui aurait pu venir, qui a failli venir en même temps que Sean Phillips. Et en même temps que Léna, du coup. Hein? Et en même temps que Léna, du coup. Non, mais c'est vrai, hein. C'est une vraie information. Et finalement, non, ça s'est pas fait. Ouais, parce que tous les auteurs de comics viennent à Amiens, on ne sait pas pourquoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Ils croient que c'est le centre du monde, mais je ne sais pas. En tout cas, ils sont déçus, hein, généralement. Ouais. pourtant, il y en a qui reviennent. Et pourtant, il y en a qui reviennent. Et ouais. En tout cas, pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les mardis dans Comics Discovery à 21h sur Twitch. Assez régulièrement dans Geek en série et son spin-off We Have to Go Back, où nous revenons sur les épisodes de Lost. Là, on a eu quelques couacs peu de temps, mais on va revenir sous peu avec un prochain épisode très intéressant. On a fait aussi des récaps de Yellow Jacket, la saison 2. C'était très très fun. On arrive sur la fin, là, il nous reste plus que le dernier épisode. C'était très cool. Et donc après, vous pouvez me retrouver dans quelques émissions de ces 3 comparses. Et donc, pour un prochain rattrapage, j'ai hâte. Et donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau film. Culte, on le verra. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Bisous.